Salam alaikum tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer les valvulopathie aortique. Pour cette première, on va voir le rétrécissement aortique. Alors tout d'abord, on va définir le rétrécissement aortique, ou bien on peut l'appeler également une sténose aortique. Alors il s'agit d'une réduction de la surface aortique qui va être inférieure à 1 cm². Il faut garder le chiffre. Le rétrécissement mitral, on parlait de 1,5 1,5 cm² qui a constitué un rétrécissement mitral serré. Là, la pathologie aortique, la sténose aortique, on parle de 1 cm², ce qui va réaliser un obstacle à l'éjection systolique du VG vers l'aorte. On sait que pendant la systole, la valve aortique doit être ouverte et pendant la diastole, elle doit être fermée pour permettre le remplissage du VG depuis l'OG. Là ici, lorsqu'on a donc pour plusieurs raisons, voilà, on va les citer tout de suite, les étiologies. Donc cette surface ne va pas être bien ouverte, ce qui va donc empêcher le VG d'éjecter du sang. Voilà. Et on va bien détailler tout ça, la physiopathologie. Les étiologies. Quelles sont les étiologies? Alors, tout d'abord, et ça reste l'étiologie la plus fréquente dans les pays en voie de développement, notamment d'autres pays, c'est le rhumatisme articulaire aigu, qui est souvent polyvalvulaire. Yani, ça touche plusieurs valves. Yani, lorsque le rhumatisme articulaire est là, il va toucher plusieurs valves. Ça ne va pas toucher seulement la valve aortique, ça va toucher également la valve mitrale ou bien les autres valves droites. Deuxième étiologie, c'est la cause dégénérative. C'est la maladie de Monckeberg qui va toucher surtout les pays industrialisés. Et elle est en augmentation constante. Et c'est à cause du vieillissement, bien évidemment. Yani, les valves vont devenir rigides. Voilà, yani, avec l'âge. Ensuite, d'autres causes qui peuvent être techniques à l'origine de cette pathologie, c'est la bicuspidie aortique, qui est une pathologie congénitale. Yani, voilà, elle peut toucher, elle peut donc sténoser la valve yani, et favoriser les calcifications de l'orifice. Également, on a l'athérosclérose, donc un rétrécissement aortique athéromateux. C'est tout à fait normal parce que l'athérosclérose, elle touche les artères. Et l'aorte, c'est une artère aussi. Donc, elle pourra donner. Et c'est surtout, lorsqu'on a des sujets qui sont âgés, avec des facteurs de risque athéromateux, cardiovasculaires en général, HTA, diabète, syndrome métabolique, donc perturbation du bilan lipidique, tout ça, ça favorise. Et en dernier lieu, on a l'endocardite infectieuse qui va obstruer l'orifice par des végétations, des lésions mutilantes, de mutilation. On a donc l'absédation, on a voilà, des lésions en général, des végétations, voilà, des ulcérations aussi. Voilà, donc ça, ce sont les étiologies les plus fréquentes. On va dire, c'est surtout les deux premières, le RAA dans les pays en voie de développement, la maladie dégénérative ou bien la maladie de Monckeberg, c'est la plus fréquente dans les pays industrialisés. Et cette valvulopathie aortique, c'est la plus fréquente du sujet adulte dans les pays industrialisés et surtout une prédominance masculine, à l'inverse de la pathologie mitrale qui était une prédominance féminine. Voilà. Sur le plan anatomopathologique, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va parler de ces deux pathologies. En ce qui concerne le RAA, ce sera plutôt une symphyse commissurale, comme le rétrécissement mitral. Une symphyse, une fusion commissurale, on peut dire aussi. Et à un stade tardif, on aura des calcifications, surtout voilà, au niveau de ces symphyses-là. Il y a les deux symphyses, donc les commissures qui sont à l'extrémité, ils vont se réunir, fusionner et donner cette fusion. Voilà. Les valves, dans ce cas, elles vont être fibreuses, épaisses, rétractées. Ensuite, en ce qui concerne la maladie de Monckeberg, donc là, ce sera plutôt l'existence de calcifications qui vont toucher le tissu et l'anneau et les commissures, dans ce cas, elles sont libres. La fusion commissurale, elle est pathognomonique du RAA. Alors, la physiopathologie, donc on va la diviser en deux, on a en amont et en aval. En amont de la valve aortique, on a le VG. Alors, le VG, qu'est-ce qu'il va subir? Alors, le VG, bien sûr, donc on a une surcharge barométrique, une surcharge de pression. Le VG, une augmentation de la pression systolique parce qu'il y a un obstacle qui n'arrive pas à éjecter. Donc, il est en pression, une tension importante. Et du coup, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Pour maintenir le débit, toujours, le but ternaire majeur, c'est le maintien du débit cardiaque. Il va s'hypertrophier dans un premier temps. Donc, on aura une HVG. Cette HVG, elle va, bien sûr, dans un premier temps, maintenir le débit cardiaque, mais petit à petit,
il va perdre sa compliance. Sa compliance, c'est l'élasticité تاعو. Donc, il perd l'élasticité تاعو, la relaxation تبدا تروح له. C'est-à-dire, la diastole, elle va être altérée. Et technique, à cause de quoi? Parce que cette hypertrophie, elle se fait d'une manière concentrique. Elle va occuper la cavité. Donc, on aura une réduction de la surface de la cavité, en fait. Donc, on n'aura pas assez de sang pendant la diastole qui va remplir le VG. Et donc, il va perdre sa relaxation. Lorsqu'on dit une altération de la diastole, on veut dire la relaxation et le remplissage. Voilà, il est en tension. Donc, il a perdu sa compliance, ce qui explique la loi de la place. Parce que hypertrophie, maintenant, baisse de la compliance. C'est ça la loi de la place. Par la suite, on aura cette augmentation de la PTDVG, c'est-à-dire la pression télédiastolique du VG, typique, qui va constituer une insuffisance ventriculaire gauche. Et par la suite, malheureusement, le ventricule gauche, dans un dernier lieu, tout d'abord, il a perdu sa fonction diastolique, qui est précoce, cette perte, parce que l'hypertrophie, elle se fait rapidement pour maintenir, pour s'adapter et tout. Mais dans un second temps, malheureusement, il va se dilater. Voilà, ça, ce qui est expliqué par le principe de Starling, donc une dilatation qui va survenir ultérieurement. Et du coup, lorsqu'il se dilate, il perd sa fonction systolique aussi, dans un stade très très avancé. Il va perdre sa fonction systolique. Tout d'abord la fonction diastolique et enfin la fonction systolique. Et du coup, on aura les mécanismes compensateurs qui seront dépassés. Et le débit cardiaque qui va être diminué, d'abord à l'effort bien évidemment, et par la suite même au repos, lorsque le patient n'est pas pris en charge. Et ça, c'est vraiment l'insuffisance cardiaque. Dans un second lieu, on va dire, on a également de la fibrose. Pourquoi? Parce que la structure de ces muscles-là va être altérée également au niveau de l'oreillette. Hein. Donc, oui, l'oreillette aussi, elle est altérée parce que, oui, donc cette hyperpression, elle n'arrive pas à remplir le VG. Donc, cette technique, elle va subir une pression au niveau de sa cavité et elle va perdre sa contractilité aussi. Donc, on n'aura plus de cette systole auriculaire, mais de la fibrillation auriculaire parce qu'on a une désorganisation architecturale et au niveau de l'oreillette et au niveau du VG. Du coup, on a risque de certains troubles du rythme qui peuvent être vraiment très très graves, fatales, telles que bien sûr la fibrillation auriculaire au niveau de l'oreillette, mais également on peut avoir de la FV qui est très grave. Vraiment, là, c'est la mort subite. Voilà. On va tout de suite parler de la dyspnée et tous les symptômes. Vous voyez, les signes fonctionnels, on va les expliquer, d'accord? Parce qu'on a une transmission, on a allogé et logé, bien évidemment, en contact direct avec les capillaires pulmonaires. Et du coup, on aura une hyperpression au niveau des capillaires, ce qui va donner cette dyspnée, qui est d'abord d'effort à l'effort, et par la suite même au repos. On a ce gradient de pression, on l'a déjà cité, ce gradient. Lorsqu'il est supérieur à 40 mm de mercure, là on parle d'un RAC serré, un rétrécissement aortique serré. Voilà, là c'est très grave. Le rétrécissement aortique serré, on le définit par le gradient. Lorsqu'il est très important, il y a une pression importante, immense au niveau du VG. En aval, alors en aval, c'est l'aorte bien sûr. L'aorte, qu'est-ce qu'elle va subir? L'aorte, elle aura des lésions de G, d'abord. Bon, d'abord, c'est la dilatation de l'aorte post-sténotique, parce que on a des lésions de G, c'est ce que je voulais dire. Donc, on a des lésions de G à cause de cette éjection brusque, brutale du VG, qui est en hyperpression. Donc, voilà, vous comprenez, on a toujours cet exemple de tuyau qu'on va réduire sa surface. Et donc, lorsqu'on éjecte, la pression est très importante. Et du coup, on aura ces lésions de G avec dilatation de l'aorte post-sténotique, on dit comme ça. Voilà. Là, c'est... voilà. Donc là, on aura donc une intima creusée, vraiment, ce qui va malheureusement être très grave. Et même malheureusement, on a un débit tout d'abord qui est normal, mais il est altéré, surtout à l'effort, et même par la suite, même au repos. Mais bon, on parle surtout d'un débit qui est altéré, qui est insuffisant à l'effort, et ce qui va donner une hypoperfusion cérébrale,
qui va bien sûr être à l'origine des syncopes, et même une hypoperfusion myocardique coronaire, on va dire aussi, qui va être à l'origine d'angor. Mais pas que, l'angor n'est pas causé seulement par l'hypoperfusion, enfin oui, c'est par l'hypoperfusion myocardique, mais c'est pas que la baisse du débit cardiaque, c'est également l'altération de la relaxation, l'altération de la structure myocardique, avec altération des artères, etc. Il y en a vraiment. Mais on parle en général, c'est l'hypoperfusion, c'est la baisse du débit cardiaque qui est très grave, qui va altérer et la perfusion cérébrale et la perfusion myocardique, qui vont être à l'origine de ces deux signes-là fonctionnels, et la syncope et l'angor. Avec également une chute de la pression artérielle systolique, alors que la pression artérielle diastolique, elle est plutôt normale. Et du coup, lorsqu'on fait la différence, on fait pression artérielle systolique, moins pression artérielle diastolique, on va calculer ce calcul-là, on va trouver une différentielle pincée, elle est très basse. Sur le plan clinique, alors tout d'abord, on parle des signes fonctionnels. Alors, on a de la triade, c'est SAD, SAD, voilà, pour se rappeler. Au début, ce sont des signes d'effort qui surviennent à l'effort et par la suite, même au repos, malheureusement, lorsque la chirurgie, enfin, la prise en charge n'a pas été à temps. Alors, donc la syncope ou bien des lipothymies, c'est surtout, ce qui est très grave, c'est la syncope, bien évidemment, qui est due à une hypoperfusion cérébrale, mais pas que. On a également à cause d'un BAV. Pourquoi BAV? Bloc auriculoventriculaire 3. C'est une dissociation auriculoventriculaire. Pourquoi? Alors, dans ce cas, on a des calcifications. Lorsque la cause, l'étiologie, elle a donné des calcifications au niveau de l'anneau aortique, qui est proche, en fait, des structures, du nœud AV, nœud auriculoventriculaire, qui permet le passage de l'influx qui provient du nœud sinusal, voilà, des oreillettes. Donc, si on a ces calcifications, ils vont altérer cette structure du nœud auriculoventriculaire, ce qui va donner une dissociation. C'est-à-dire, les oreillettes, elles marchent par elles-mêmes et le ventricule, il marche par lui-même. C'est ça, c'est les troubles de conduction qui est très grave. Mais avec 3e degré, c'est une dissociation, comme je viens de le dire, auriculoventriculaire, qui va donner syncope et même parfois directement une mort subite, malheureusement. Il faut vraiment une prise en charge rapide. On a donc l'angor, on vient de l'expliquer, à cause de cette tension au niveau du VG, une altération de la relaxation de la diastole qui ne se remplit pas, et du coup il ne va pas se relâcher, et même par la suite hypoperfusion, du coup voilà, donc c'est ça. La dyspnée tétanique, c'est l'hyperpression pulmonaire, voilà, à cause de ça. Et ça, ce sont les signes, surtout, la dyspnée, c'est surtout, voilà, le signe d'insuffisance cardiaque, d'accord? Voilà, on parle d'un syndrome d'Adams-Stokes. C'est une syncope à l'emporte-pièce qui se fait comme ça, soudainement, spontanément, et voilà, ça donnera le syndrome. Alors, les signes physiques. Tout d'abord, bien sûr, l'inspection n'a pas grand-chose à dire. On va directement parler de la palpation. La palpation, on va trouver un frémissement au niveau du foyer aortique qui témoigne de l'existence d'un souffle. Voilà, d'un souffle qui est assez intense. Ce qui concerne le rythme aortique, il est plutôt intense. Il est rude, râpeux, très grave. Voilà, on l'entend bien. On a également un choc de pointe qui va être dévié en bas et à gauche. Lorsque le VG il est dilaté, ça témoigne d'une insuffisance ventriculaire gauche. L'auscultation, le temps crucial en cardiologie, on a bien sûr le souffle systolique qui est rude, râpeux. Il est maximum surtout en mésosystole. Il est de type, on dit, il est éjectionnel. Voilà, il est éjectionnel. Il irradie vers les carotides et en écharpe. Voilà, le siège il est au niveau du foyer aortique, il est le long du bord gauche du sternum. Il faut se rappeler de ces descriptions sémiologiques, on va dire, parce que ça tombe à l'examen et tout. Donc les cas cliniques, on nous dit, on a ausculté un patient, on a trouvé un souffle qui est au niveau du bord gauche du sternum. Alors on va se demander, c'est quel foyer? Parfois, c'est pas évident. Voilà, donc il faut se rappeler. Voilà, et donc l'intensité, elle est plutôt importante. Mais on a cette remarque, la durée, c'est la durée qui reflète l'intensité du souffle et non pas pardon, donc je voulais dire la durée du souffle est plus importante et témoigne de la sévérité du souffle et non pas l'intensité. C'est-à-dire, lorsqu'on dit un souffle intense, ça ne veut pas dire qu'il y a un rétrécissement important, d'accord? D'autres signes auscultatoires, on peut avoir donc une abolition du B2 qui témoigne de l'existence des calcifications. Pardon, là c'est au niveau de la valve aortique et non pas pulmonaire. On parle de la valve aortique, alors c'est une faute de frappe, excusez-moi. Donc c'est la valve aortique qui est très remaniée. Voilà, lorsqu'on a un B2 aboli.
On a également des pouls faibles, on vient de le dire, parce qu'on a une baisse du débit cardiaque, une pression artérielle systolique qui a chuté, voilà. On a l'existence d'un B3 qui témoigne de l'insuffisance cardiaque, c'est ça, ou là même parfois B4. Une différentielle pincée, et puis voilà, c'est ça. Le CG qui fait partie également de l'examen clinique, donc on va trouver une HVG de type systolique. L'HVG de type systolique, comment est-ce qu'on va l'objectiver? Yani كيفاش نعرفوها في le CG. En fait, c'est on aura une surcharge. Si on dit c'est une surcharge systolique, on aura bien évidemment les indices qui vont être élevés. L'indice de Sokolov est supérieur ou égal à 35 et l'indice de Cornell-Koenig supérieur à 28 et supérieur à 28 chez l'homme et supérieur à 20 mm chez la femme. Et on va trouver des ondes T négatives au niveau des dérivations V5, V6. C'est ça la surcharge systolique. V5, V6, on trouve des ondes T négatives avec absence de l'onde Q, pas d'onde Q. C'est pas comme la surcharge diastolique. La surcharge diastolique, on avait dit on va trouver une onde Q avec des ondes T qui sont positives et amples. Voilà. On peut trouver également un BAV, bloc de auriculo-ventriculaire, lorsqu'on a un blocage au niveau d'une AV, ou bien parfois complètement des blocs de branches. Voilà, yani hadouma, on peut les trouver, avec des troubles de l'excitabilité également. Alors, sur le téléthorax, on aura bien évidemment il n'y a pas vraiment une cardiomégalie, c'est plutôt un indice cardiothoracique plutôt normal. Mais parfois, on pourra trouver une cardiomégalie dans le cas où le stade il est très évolué. La cardiomégalie à l'âge, on a une dilatation du VG. Bien évidemment, on avait dit que la prédominance, c'est une hypertrophie. Mais s'il n'y a pas eu de prise en charge, on avait dit que les mécanismes compensatoires vont être lâchés et vont être dépassés. Et donc, on aura une dilatation du VG. Du coup, sur la radiographie thoracique, on trouvera une cardiomégalie à cause de cette dilatation. Sinon, on peut trouver un arc inférieur gauche qui est convexe et globuleux. Il est sus-diaphragmatique. Diaphragme. Une dilatation de l'arc supérieur droit qui témoigne qui concerne l'aorte, voilà, avec dilatation de l'aorte. Également, on trouvera des calcifications, voilà, on pourra trouver des calcifications de la valve aortique et une surcharge pulmonaire, oui, on a vraiment une hyperpression au niveau des capillaires pulmonaires. Voilà. L'échographie, l'écho-doppler cardiaque, examen clé, examen qui posera le diagnostic positif. On pourra trouver quelle est l'étiologie à l'origine, le mécanisme. La surface aortique, on peut la calculer. Si on la trouve inférieure à 1 cm, voilà, c'est le catena, un rétrécissement aortique serré, c'est-à-dire. Le gradient surtout, gradient de pression, très important. Est-ce qu'il est supérieur à 40 mm de mercure? Là, on dit que c'est un rétrécissement aortique serré. Qui تكون عندنا surface aortique inférieure à 1 cm², زائد gradient aorte VG supérieur à 40 mm, là, on dit que c'est un rétrécissement aortique serré. On pourra apprécier la sévérité, voir la FEVG, toutes ces choses-là, quantifier ce rétrécissement aortique, le retentissement, et voilà. Apprécier le pronostic en général. D'autres anomalies associées également. Alors, en ce qui concerne les complications, bon, on pourra faire d'autres examens, mais on peut s'arrêter là ici. En ce qui concerne les complications, alors là, bien évidemment, on pourra commencer du plus simple au plus grave. On a une insuffisance cardiaque qui va survenir dans toutes les pathologies valvulaires. Insuffisance cardiaque par dysfonction ventriculaire. Et on pourra avoir des troubles du rythme, notamment la FA qui est plus fréquente, et avec risque d'événements thromboemboliques. Voilà, du coup, il faut anticoaguler le patient selon le score Schatz-Fask. Des troubles de la conduction qui marronna, BAV, endocardite infectieuse TNI qui voilà, très fréquente les pathologies valvulaires. Et ce qui est très très grave, la complication la plus redoutable, c'est la mort subite. Voilà, la mort subite. À cause d'un trouble du rythme très grave ou bien trouble du rythme très grave ou la BAV 3e degré, dissociation auriculo-ventriculaire ou là la syncope par hypoperfusion cérébrale et le patient n'a pas été pris en charge. Comment prendre en charge un rétrécissement aortique? Tout d'abord, bien sûr, on a
traitement médical, bien évidemment. On va commencer avec les règles hygiéno-diététiques, c'est simple. Donc, il faut éviter tout ce qui est effort intense, un régime désossé, avec enfin, lutter et prévenir les complications majeures de l'endocardite infectieuse, avec lutte contre les facteurs de risque cardiovasculaires. Et le traitement médicamenteux, ce sera un traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, si le patient il vient avec une insuffisance cardiaque aiguë, avec de la congestion, alors là, il faut, bien sûr, on donnera des diurétiques et des vasodilatateurs, notamment les dérivinitrés. Mais il faut les utiliser avec précaution, enfin avec prudence plutôt, pour ne pas trop baisser la pression de remplissage, c'est-à-dire la précharge, car si on la diminue, il y aura un risque. Il y aurait un risque de désamorçage de la pompe cardiaque. Et même dans certaines sources, vous allez trouver que les dérivinitrés sont complètement contre-indiqués. D'accord? Mais lorsqu'on a vraiment de la congestion, les diurétiques, il faut les donner. Même, enfin, les IEC, on pourra les donner également. Les inotropes positifs, la digoxine, à contre-indiquer. Donc, vraiment contre-indication absolue. Parce que déjà, le VG, il est en tension, en hyperpression. Et donc, si on va donner un inotrope positif, il va vraiment aggraver les choses. Il va donc augmenter la contraction et donc ça ne va que aggraver les choses. Voilà, vous pouvez trouver technique dans certaines sources que les bêta-bloquants sont à éviter. Donc, Yanni, si on peut résumer les médicaments qu'on pourra donner, ce sera surtout les diurétiques afin de traiter la congestion, des IEC contre le remodelage, les dérivinitrés, on pourra les donner mais avec prudence parce que risque de diminution importante de la précharge qui va donc désamorcer la pompe cardiaque. En ce qui concerne les troubles du rythme, la FA, il faut donc l'anticoaguler avec, en suivant le score Schatz-Vask. C'est très important pour éviter les événements thromboemboliques. Dans certains cas où vraiment la FA elle est très grave, elle est symptomatique et elle a mal toléré, dans ce cas, il faut la réduire. Parce que si on parle un petit peu du traitement de la FA, même si c'est un cours d'un trouble, des troubles de l'excitabilité, mais le traitement de la FA, tout d'abord, il faut anticoaguler le patient, ce sera surtout une anticoagulation à vie, malheureusement, mais voilà, il faut faire avec et bien surveiller le patient, surveiller son INR, donc c'est avec des AVK, l'INR doit être situé entre 2 et 3. Ensuite, donc là, c'est pour le risque thromboembolique. Deuxième chose, il faut traiter cette arythmie. Parfois, elle est en augmentation de la fréquence cardiaque. On a une tachy-FA. Dans ce cas, soit on va ralentir seulement la FA, diminuer la fréquence cardiaque, on va donner des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques ou là de la digoxine. Mais, dans le cadre, oui, le patient il est en rétrécissement aortique, il faut éviter la les inotropes. Ou bien réduire la FA. Réduire la FA, c'est-à-dire récupérer le rythme sinusal. Soit on va le récupérer avec un choc électrique externe. Bien sûr, un des conditions, on ne va pas le faire comme ça au classe. Le choc électrique externe, il doit être précédé avec un... Donc, entre parenthèses, on parle un petit peu de la FA. Le choc électrique externe doit être précédé d'un ionogramme. Il faut faire un ionogramme pour voir la kaliémie, parce que l'hypokaliémie, elle contre-indique le choc électrique externe. Donc, il faut corriger un petit peu les troubles électrolytiques. Ensuite, donc soit on le réduit avec un choc électrique externe, ou bien des antiarythmiques, notamment l'amiodarone, la fameuse. Donc, soit médicamenteuse, d'une manière médicamenteuse, ou là, d'une façon électrique. Mais dans les deux cas, soit choc électrique ou là, amiodarone, la réduction doit être précédée d'un ETO. C'est-à-dire une écho transœsophagienne pour vérifier la vacuité de l'OG. Est-ce qu'il existe encore une fois des thrombus, parce que c'est très grave, parce que si on va donc réduire il a quand même des thrombus à l'intérieur de l'OG, lorsqu'on l'a réduit, avec le thrombus il peut se détacher, il va migrer, il va constituer des emboles un peu partout, notamment au niveau cérébral, et constituer un AVC qui est très grave. Voilà. Donc, elle disait, si on parle un petit peu de la FA. Très bien. On a dit, il y a ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Voilà. Le traitement curatif définitif du rétrécissement aortique, c'est un traitement chirurgical avec un remplacement. Il n'y a pas de conservation, malheureusement. On va directement remplacer. Le seul traitement efficace et qui est durable surtout, c'est le remplacement par soit une valve mécanique avec des AVK à vie,
ou là une valve biologique, surtout si c'est un patient fragile, âgé, plus de 70 ans, qui ne tolère pas les anticoagulants, donc il faut remplacer sa valve par une valve biologique. Et ce sera donc une chirurgie avec une chirurgie sous anesthésie générale, avec une circulation extracorporelle. Donc ça, c'est ce qui est vraiment efficace et le traitement de référence. Sinon, si le patient, il est vraiment fragile, il est à haut risque opératoire, on a une autre alternative qui est assez intéressante, c'est le TAVI. Le TAVI, c'est une implantation percutanée d'une prothèse valvulaire aortique. C'est TAVI. C'est intéressant. Donc, c'est une technique qui est assez récente, qui a été inventée en 2002. Du coup, on va donc implanter une valve, une bioprothèse, surtout une valve biologique, à l'intérieur par voie percutanée, interventionnelle. Donc voilà, alors on peut dire que on a terminé ce cours. Et encore une fois, toujours se rappeler que même si le patient, il est asymptomatique, on a des critères d'un rétrécissement aortique serré, tels que des syncopes, épreuves, plutôt donc des critères échodoppler, c'est pas la syncope c'est symptomatique, c'est bon. Donc maintenant, on a des critères échodoppler, FEVG, basse, très basse, inférieure à 50%, un gradient très important entre l'aorte et le VG supérieur à 40 mm de mercure. Donc là, même si le patient asymptomatique, il ne présente pas les symptômes qu'on a cités, c'est-à-dire syncope, encore dyspnée, on le considère comme rétrécissement aortique serré et il faut l'opérer pour éviter les complications et la décompensation. Voilà, parce qu'à un moment donné, il va décompenser malheureusement. Voilà, il faut le prendre en charge et éviter tout ce qui est complications. Alors, on a fait le tour du rétrécissement aortique. J'espère avoir été clair. Inch'Allah, je connais des fautes. Si vous trouvez n'importe quelle chose, veuillez me corriger, m'excuser. Et voilà, donc je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.